Alors, pour poursuivre, je vais passer la parole à Dominique Linhart, sociologue au CNRS, membre du LIER, dont les travaux portent sur la sociologie de l'État, et donc pour une intervention intitulée Sentinelle dans un monde autrement trop obscur, considérations sur la fonction politique des sciences sociales. Oui, merci beaucoup Françoise, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à cette réflexion. Alors mon intervention sera un petit peu décalée par rapport à celle que nous avons entendue lors de cette table ronde. On a une table ronde de combattants et de découvreurs, et je ne suis ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas fait, je combats pas dans les sciences sociales, je ne fais pas l'objet de pratiques répressives, je vis dans un cocon qui est celui de l'EHESS et du laboratoire auquel j'appartiens. Et donc j'ai un niveau d'intensité en termes d'expérience excitante très bas en fait. Alors des gens comme moi, ils s'adonnent donc à des réflexions, disons, plus théoriques ou plus abstraites, et c'est ce que je vais faire là maintenant devant vous, en essayant de ne pas être trop long. Je vais au fond essayer de reprendre la question qui a été soulevée par Bruno ce matin et qui a ensuite traversé toute cette journée. Ah oui, pardon, là c'est mieux. Donc de reprendre la question plus près encore, là, comme ça. C'est assez désagréable en fait. Je vais essayer de faire l'effort. Donc de répondre à la question de la portée intrinsèque des sciences sociales. Je vais passer pour cela par la lecture de deux auteurs. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, puisqu'il s'agira de Norbert Elias et de Karl Mannheim. Alors, à travers eux, on finit quand même par toucher à la question qui nous réunit aujourd'hui, puisque ces deux auteurs ont traversé une période dans laquelle les sciences sociales étaient déjà en danger, et ils en ont tiré un certain nombre de conclusions de cette expérience, et je vais en fait revenir sur cette expérience pour essayer de répondre à la question de la portée intrinsèque des sciences sociales. Alors si on repense aux communications que nous avons entendues aujourd'hui, elles nous laissent évidemment un goût amer. On a entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, on a entendu parler de beaucoup de difficultés pour les sciences sociales. Ces mauvaises nouvelles sont parfois contrebalancées par des exemples lumineux qui nous ont permis de voir comment, dans des situations les plus adverses, les sciences sociales parviennent néanmoins encore à exprimer leur intelligence. Et en même temps, ces exemples lumineux éclairent immédiatement cet arrière-plan sur lequel ils se détachent et jettent donc une lumière crue sur ce sombre tableau de la situation actuelle des sciences sociales, ce qui nous renvoie immédiatement de nouveau dans une attitude plus dépressive. Donc le constat, je pense, est clair. Les sciences sociales, un peu partout dans le monde, sont en proie à des faussaires de la vérité. Face à cela, je n'ai pas de message d'espoir à délivrer qui puisse faire contrepoids aux mauvais augures qui s'accumulent. Je propose, au contraire, que nous fassions l'effort d'être lucides. Et cette lucidité nous oblige à accepter que, dans un avenir pas si lointain, nous puissions être amenés à réaliser qu'il était déjà trop tard et à admettre que nous n'avons eu rien à opposer à une évolution qui aura fini par accomplir sa mécanique, son implacable mécanique. C'est là une expérience à laquelle les générations qui nous ont précédés ont parfois été acculées. Que cette expérience n'ait été ni totale ni définitive ne doit pas nous amener à évacuer de notre horizon que la menace d'une disparition des sciences sociales en tant que pratique de savoir instituée n'est pas derrière, mais peut-être bien devant nous.
Mais cette même lucidité, la même, nous oblige également à reconnaître comme pathologique la situation dans laquelle se trouvent les sciences sociales et les tendances inquiétantes dont cette situation est porteuse. Cette conclusion ressort de ce fait élémentaire. Les sciences sociales sont, qu'on le veuille ou non, un élément fonctionnel des formations sociales contemporaines dans lesquelles elles sont nées non pas sur le mode de la contingence, mais en réponse aux besoins de réflexivité engendrés par le degré de complexité organique que les sociétés ont atteint. Dans la mesure où les interdépendances sociales continuent de se multiplier, de se densifier, de s'étendre, l'expression institutionnelle de ce besoin grandissant de réflexivité peut certes être réprimée, mais le besoin lui-même n'en sera pas pour autant étanché et par une sorte de retour du refoulé collectif se manifestera dans des formes de pensée arrêtées, régressives, dont les attaques contre les sciences sociales elles-mêmes sont une expression et un vecteur. Il nous revient alors d'élucider cette spirale négative, de l'appréhender afin de nous mettre en capacité de mieux la contrôler. Cela suppose toutefois que nous consentions à ne pas nous exclure du diagnostic. Ne pas nous exclure du diagnostic, c'est nous rappeler à la portée politique des savoirs que nous produisons, une portée politique qui, comme l'a souligné Bruno Carcenti en ouverture de notre rencontre, ne vient pas en surcroît de l'objectivité, mais en procède. Avec les sciences sociales, la différence entre science et politique ne se laisse plus enfermer dans l'écart désormais introuvable entre savoir et vouloir, entre les conditions objectives de l'action et ses contenus subjectifs. C'est en embrassant un concept de connaissance qui englobe science et politique et fait de leur articulation jamais acquise et toujours à reprendre la fonction interne d'une réflexivité potentiellement accessible à tous, que les sciences sociales ont historiquement pu prétendre à fournir une orientation politique. En gardant à l'esprit cette prémisse, ma contribution à cette réflexion sur les sciences sociales dans la cité se limitera à l'intention de contribuer à cerner positivement cette configuration particulière de la politique des sciences sociales. Je souhaite ainsi mettre la crise actuelle des sciences sociales en regard avec ce que l'évolution des sociétés nous enseigne de leur normalité. Mon espoir est que le contraste qui s'en dégagera soit de nature à nous permettre d'affiner les outils du diagnostic auxquels nous commençons à nous atteler à l'occasion de ce colloque. La politique est affaire de représentation. Telle est l'une des grandes découvertes de la pensée politique à l'âge moderne. C'est d'elle que je voudrais repartir, de ce constat que dans les sociétés issues de la césure de la modernité, l'expression et la décision politique sont venues à être pensées comme le fait d'institutions qui tirent leur raison de la mise en œuvre de procédures représentatives par lesquelles la volonté commune parvient à se composer, à se fixer et par là à être restituée à l'ensemble du corps social sous la forme d'une obligation commune. La question qui s'est immédiatement posée à partir de cette découverte était de savoir ce qui, au juste, se représente dans ces institutions représentatives et en vertu de quels principes. De l'organisation des États et des assemblées d'Ancien Régime aux crises provoquées par le parlementarisme naissant, des pratiques de délibération qui se multipliaient à toutes les échelles de l'organisation collective jusqu'à l'effervescence des rassemblements révolutionnaires, de l'établissement de représentations nationales à leur adossement au suffrage universel, les expériences, en ce sens, n'ont pas manqué. Et à chaque étape de cette histoire, elles ont donné matière à de nouvelles analyses, de réflexions, dont la succession tient, pour ainsi dire, lieu de protocole de cette expérience. On pourrait dire de Plowden à Schumpeter, on a une sorte de protocole qui tient la minute des expériences des institutions représentatives. Or, les sciences sociales, quand elles sont apparues à un moment donné dans cette histoire, ne se sont pas tenues à l'écart de ce mouvement.
il arrive parfois que cet aspect soit négligé et que le rapport critique que les sciences sociales ont établi avec la tradition de la pensée politique soit confondu avec une sorte de désintérêt pour son objet. On sait qu'il n'en est évidemment rien, et cela vaut également pour le problème de la représentation. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les sciences sociales ont profondément redéfini les termes de ce problème. Là où la pensée politique met l'accent encore l'accent sur le rapport de délégation juridique entre gouvernés et gouvernants, les sciences sociales ont adopté une conception de la représentation qui situe la délégation sur le plan de la conscience. La notion de représentation que ce déplacement engage et qui résonne avec des termes comme représentation sociale ou représentation collective se décentre de manière évidente par rapport à la représentation politique stricto sensu. De même que pour les sciences sociales, la société politique excède les institutions politiques, les phénomènes de représentation excèdent ceux de la représentation politique. Mais, et c'est le point qui m'importe ici, il ne les excède que pour mieux les englober. La représentation politique, dans cette perspective, apparaît en effet à la lumière d'une instance particulière de la conscience sociale, dans laquelle, pour le dire très vite, les croyances et les opinions présentes de façon diffuse dans la société sont transformées en des catégories et des décisions qui valent pour la collectivité. Cette façon de repenser le fait représentatif s'enracine dans les bouleversements dont le 19e et 20e siècle portent la marque. Ces changements profonds intervenus dans l'organisation sociale sont bien connus et il n'est pas nécessaire que j'y revienne. Je voudrais simplement en souligner un aspect. Ces sociétés, de plus en plus intégrées, tout en présentant une différenciation interne croissante, manifestent ce que Norbert Elias a appelé une orientation à la démocratisation fonctionnelle. Avec cette notion, Elias entend traduire le constat que dans les sociétés industrielles, par comparaison aux Ständegesellschaften qui les ont précédées, les écarts dans la balance des pouvoirs entre les différentes composantes de la société tendent à se réduire. Cette diminution expliquerait notamment la montée de l'individualisme égalitariste dans ces sociétés. Mais pour cette raison, et dans la mesure où cette diminution n'est que relative, elle a aussi pour effet, ce qui n'est paradoxal qu'en apparence, d'accroître l'intensité de la conflictualité sociale. Et ce n'est pas tout. Elle entraîne aussi, de surcroît, une modification dans la structure de cette conflictualité. En effet, à mesure que la démocratisation fonctionnelle progresse, les strates sociales toujours plus nombreuses sont en mesure de projeter leurs perspectives particulières propres à leur position sociale qu'elles occupent et aux expériences auxquelles elles les prédisposent, dans une vision générale, globale de la société et de son devenir. Ainsi, les conflits sociaux se réfractent dorénavant dans des conflits idéologiques, marqués par la concurrence entre des Weltanschauungen qui prétendent toutes également fournir une représentation de ce qu'est et de ce que doit être la totalité sociale. On comprend mieux alors le sens de la réinterprétation que les sciences sociales font subir à la notion de représentation politique. L'espace des représentations, lorsqu'il se politise, tend dans cette perspective à coïncider avec l'espace des idéologies, et les institutions représentatives sont dès lors comprises comme les lieux où les idéologies, prises dans leur pluralité, se confrontent, se dominent et donnent parfois lieu à des synthèses partielles. La question qui se pose face à cette image de la politique moderne est alors celle de la place qui occupe les sciences sociales. Partant pour répondre à cette interrogation de cette observation, on peut dire que considérée à son plus bas niveau d'intensité épistémologique, j'insiste là-dessus, donc antérieure d'une certaine manière à tout enjeu d'interprétation scientifique, toute pratique des sciences sociales se présente comme ayant pour matière des contenus de pensée, en ce sens des représentations, telles qu'elles apparaissent dans le segment de la vie sociale que cette pratique des sciences sociales observe. Les sociologues et les anthropologues, sur leur terrain, tout comme les historiens dans les archives, sont nécessairement amenés à recueillir des représentations.
celles qui se dégagent de leurs observations, de leurs entretiens ou des documents qu'ils étudient. Problématiser une question est difficilement envisageable sans prendre en compte les déplacements, transformations ou tensions qui se manifestent dans les représentations qui s'y rapportent. Accéder, décrire, expliquer comment les individus et les groupes agissent et se comportent dans un contexte donné passe toujours, du moins en première approche, par une attention aux représentations que ces derniers ou d'autres s'en font. De même, il serait difficile de documenter des processus institutionnels sans accès à des représentations déjà présentes, déjà données, déjà produites dans la vie sociale à leur propos. Étudier des débats et des controverses, identifier les positions que les uns et les autres y défendent, suppose encore d'accéder à des représentations. Et il en va de même, plus généralement, de tous les processus de politisation, ceux qui confrontent la pratique des sciences sociales, souvent très directement, aux manières dont certaines représentations se nourrissent d'expressions idéologiques et dont elles se nourrissent à leur tour, jusqu'à et y compris dans les institutions de la représentation politique. Or, si l'on admet ces constats, on est amené à en conclure que le travail des sciences sociales lui-même est constitutif d'un champ de la représentation, d'un champ des représentations, dans lequel ces représentations, que les individus et les groupes manifestent dans leurs actions et dans leurs expressions, sont recueillies et rapprochées, mais par un tout autre chemin, pour ainsi dire parallèle au mécanisme de la représentation politique. La proposition vers laquelle je veux pointer avec ces observations a été avancée avec force par Karl Mannheim dans les années 1920. Dans l'histoire de la sociologie, on s'y réfère parfois sous l'appellation de la thèse de la double représentation. Selon cette thèse, la construction politique des sociétés modernes se caractérise par un dédoublement progressif des mécanismes de représentation, par une hétérogénèse qui voit peu à peu se séparer et s'articuler, d'une part la représentation politique au sens où je viens de l'évoquer, et d'autre part ce que Mannheim appelle la représentation intellectuelle, qui, à mesure qu'elle se développe, tend, selon lui, à se confondre avec les sciences sociales. La première s'incarne donc, comme je l'ai dit, dans les institutions représentatives et ultimement dans l'État. Elle est orientée vers la prise de décision et déterminée par l'état des rapports de force sociaux et idéologiques, ou qui se réfractent dans l'espace des idéologies. Qu'en est-il de la deuxième, de la représentation intellectuelle ? Qu'est-ce qui s'y trouve représenté et avec quelle finalité ? Il est utile ici de revenir à l'idée de la démocratisation fonctionnelle, pour en considérer un autre effet. Dans les sociétés où celles-ci progressent, je l'ai dit, les écarts entre les groupes sociaux tendent à diminuer, en même temps que la mobilité sociale tend à s'accroître. Dans ces sociétés plus intégrées, qui présentent également une plus grande variété des types sociaux, les occasions que chacun peut y trouver de se situer relativement aux autres, de se comparer, sont plus nombreuses, si bien que l'on a de plus en plus de possibilités de découvrir que le facteur de variation, qui explique les différences qu'on constate, sont en fait rien d'autre qu'un effet de la société et de son organisation. Pour le dire autrement, les sociétés caractérisées par une progression de la démocratisation fonctionnelle augmentent les chances de ses membres de dénaturaliser leur rapport au monde, aux autres et aux choses. Mannheim introduit, pour désigner ce fait, un concept qu'Elias reprendra à son tour plus tard, celui de distanciation. Et il identifie dans ce phénomène de la distanciation la source d'une attitude sociologique, c'est son terme, qui, pour lui, ne naît pas, comme il le dit, dans les universités, mais de la vie elle-même et des changements qu'elle connaît à mesure que la société change. Cette attitude sociologique, il convient de ne pas s'y méprendre, ne fait pas des membres des sociétés dans lesquelles la démocratisation fonctionnelle progresse des sociologues. Nous ne sommes pas des sociétés de sociologues. En revanche, les sociologues, les praticiens des sciences sociales, qui creusent en même temps progressivement leur place dans les institutions de recherche et d'enseignement,
ont partie liée avec cette attitude sociologique qui se diffuse dans la société et avec la distanciation qui la soutient. Le corps des professionnels des sciences sociales qui se forment dans ce même mouvement en sont une expression et une réfraction dans la division du travail social et comme tels portent par l'emploi de la méthode scientifique à un niveau supérieur de conscience et de maîtrise l'attitude sociologique. La question de savoir de quoi les sciences sociales sont représentatives se résout ici. Comme membre de ce que Mannheim appelait, dans un vocabulaire un peu daté, l'intelligentsia, elle représente, dans la constitution politique des sociétés modernes, les tendances à la distanciation, de la même manière que la classe et les institutions politiques sont représentatives des tendances idéologiques qui traversent les sociétés. À ce titre, affirme Mannheim, elles deviennent les dépositaires et les garants des intérêts et des droits intellectuels de la totalité sociale. Les intérêts et les droits intellectuels de la totalité sociale. De la même manière que l'État et la classe politique sont les dépositaires et les garants des intérêts et des droits politiques. Ces descriptions que je viens de faire de ce modèle bicaméral, entre guillemets, a pris, en raison des contraintes de temps, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, des allures excessivement schématiques. Je ne voudrais pas que vous en déduisiez que Mannheim adopte une sorte de perspective de Solon moderne, codifiant par décret de la raison les règles qui doivent régir l'organisation politique de la société. C'est le contraire qui est en réalité le cas. La thèse de la double représentation s'est peu à peu dégagée des travaux sociologiques et socio-historiques de longue haleine que Mannheim a consacrés à la place de la connaissance dans les sociétés politiques modernes. Elle nomme et révèle ainsi une configuration qui n'a jamais été voulue comme telle, que personne n'a décidé, mais qui s'est progressivement établie dans le processus social réel. En ce sens, elle exprime ce que j'ai appelé dans l'introduction la normalité des sciences sociales, une normalité scientifique et politique, politique parce que scientifique, qui, et c'est là son intérêt, peut, je pense, nous servir d'orientation dans la situation de crise que nous vivons. Je voudrais simplement terminer en faisant, à partir de là, 3 remarques. Premièrement, la thèse de la double représentation rappelle à notre conscience que la politique des sciences sociales, telle qu'elle s'exprime concrètement dans nos enquêtes, dans nos séminaires, dans nos écrits, doit être reconnue comme distincte de la politique structurée par les conflits idéologiques. Elle ne s'y intègre pas, en tout cas pas sur un mode simple. Elle ne s'aligne pas, en fait, sur des partis ou des causes. Elle s'y rapporte selon une autre modalité qui est au cœur du relationnisme de Mannheim auquel Bruno Carcenti a fait référence ce matin. En identifiant l'ancrage social dans lequel s'enracinent les idéologies, en situant leurs prétentions à dire le sens de la totalité sociale les unes par rapport aux autres, les sciences sociales poussent les représentants politiques eux-mêmes à une plus grande distanciation, c'est-à-dire à tenir compte dans les luttes qu'ils mènent ou dans les décisions qu'ils prennent, des intérêts et des droits intellectuels de la société. Autrement dit, de la vérité dont la société est déjà capable. Deuxième point, le caractère distinct de la politique des sciences sociales ne signifie pas que les praticiens des sciences sociales ne peuvent pas s'engager eux-mêmes dans les luttes politiques. C'est là un droit qui découle de leur appartenance à la société politique. Si bien que Mannheim encourage littéralement l'engagement des sociologues dans les mouvements sociaux, dans les partis, dans les institutions. Pour autant que les sociologues restent dans ce type de contexte des sociologues, c'est-à-dire pour autant qu'ils continuent à représenter dans ce contexte, dans ces contextes, les intérêts intellectuels et les droits intellectuels de la société, ils établiront avec les autres protagonistes une relation de proximité critique qui est pour Mannheim le lieu le plus emblématique où la politique des sciences sociales est appelée à s'exprimer. Troisième point de conclusion, ce modèle de la normalité des sciences sociales pose clairement un critère permettant d'identifier les évolutions pathologiques.
celle-ci se manifeste par la montée d'attitudes anti-sociologiques, aussi bien en dehors qu'à l'intérieur des sciences sociales. Mannheim a été très directement confronté à une telle évolution au moment de la montée du national-socialisme et jusqu'à sa prise de pouvoir qui l'a obligé à s'exiler. Il a ensuite passé ses années d'exil en Angleterre à ruminer ce problème. Je ne peux évidemment pas, parce qu'on va me couper la parole là, restituer ces réflexions qui, pour le dire vite, s'orientent dans le sens d'une démocratisation institutionnelle des tâches de réflexivité. Mais bon, je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais abandonné une idée simple pour contrer l'émergence et la montée des attitudes antisociologiques. Il faut s'obstiner à continuer à faire des sciences sociales et à les faire bien. Il y voyait une condition nécessaire. Il avait en revanche perdu la foi dans le fait que c'était une condition suffisante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, merci beaucoup. Donc, vraiment, on a eu une table ronde extrêmement riche. Je vais essayer d'être très bref, ne pas dépasser 6 ou 7 minutes. Mais bon, il y avait quand même pas mal de points. Le tout premier point, je crois que c'était la question que Bruno posait ce matin. Et ça traversait aussi une partie des présentations de cet après-midi. C'est qu'est-ce que le pays dit de lui-même et qu'est-ce qu'on dit du pays. Je crois qu'effectivement, cette question est une question absolument centrale parce qu'on voit, par exemple, que concernant la bonne littérature sur la Russie, la bonne littérature sur l'Iran, la bonne littérature sur la Turquie, en gros, la communauté de recherche dit la même chose. Il y a une interaction quand même qui est extrêmement nourrie. Voilà, effectivement, il y a des débats, il y a des circulations d'hommes, de femmes, de chercheurs, d'idées, etc. Mais en même temps, on voit aussi que le problème émerge ici. Le problème qui est posé très clairement dans ces pays et dans bien d'autres, c'est la question de l'ontologie. La nation turque a une ontologie. La nation russe a une ontologie qui s'appelle civilisation, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Que ces nations-là ont une mission historique. Et donc, du coup, cette ontologie s'affronte à une autre ontologie, en l'occurrence l'ontologie occidentale, qui est corrompue et corruptrice, non pas par rapport à ce qu'elle fait, mais par rapport à ce qu'elle est ontologiquement. Et que la mission historique de l'Occident serait d'entraver la réalisation de la mission historique russe, persane ou turque, etc. Et je crois que du moment où on est dans cela, la rupture est inévitable parce que le chercheur turc, à la limite le chercheur français qui écrit sur le génocide des Arméniens, est un ennemi où il a été manipulé. Eh bien, Cengiz ne peut pas être ennemi. Cengiz ne peut être que le traître. Et donc, le statut de traître est infiniment plus grave. Et de ce point de vue-là, on voit combien la question est immédiatement une question de l'exclusion totale, d'autant plus que dans ces pays-là, contrairement à ce qu'on a écrit beaucoup à propos de Poutine, Poutine parle mais il ne fera rien, dans ces pays-là, quand on parle, le discours n'a pas d'autonomie. Quand on parle, on tire. Le discours a pour fonction de tirer. Cela est le premier point. Le deuxième point concerne, j'introduirai peut-être par l'intervention de Eloi, que j'ai trouvé très très riche et très illustrée. Et effectivement, Eloi nous a rappelé, sans la mentionner, ce que Hannah Arendt disait. Hannah Arendt insiste énormément sur la fonction non universitaire de l'académie. Ça veut dire que l'académie n'est pas seulement dans sa tour d'ivoire, mais pour être citoyenne, pour être effectivement accomplir une fonction citoyenne, l'académie doit sortir et contribuer, y compris à la prise de décision. Et cette notion de prise de décision éclairée est très, très importante pour Hannah Arendt. Et de l'autre côté, on voit aussi combien, à un moment donné, l'académie peut être aveuglée, s'aveugler, mais aussi l'opinion publique mondiale peut s'aveugler. Et aussi, le mot de paix peut devenir un mot absolument magique, comme le mot de la révolution était devenu magique en 2011 dans le monde arabe. On peut effectivement attribuer le prix Nobel, etc. et piéger les chercheurs qui viennent de sciences sociales, qui sont partis effectivement de cette idée
sur un terrain en plus extrêmement éloigné, sur cette idée que l'expertise est nécessaire et l'expertise n'est pas un gros mot. Il faudrait effectivement mobiliser cette expertise à la fois pour la recherche, mais dans un espace qui n'est pas l'espace de la recherche, et on voit combien le piège peut se constituer et se refermer. Mais je souhaite aussi revenir un peu sur cette fondation de Hrant Dink. Et effectivement, tu m'as rappelé dans l'intervalle que la fondation Hrant Dink avait accordé, effectivement, attribué l'un de ses prix à la fondation Mémorial. Et donc maintenant, malheureusement, on a aussi une troisième fondation qui s'appelle la fondation Lokman Slim, un immense intellectuel libanais qui a été assassiné l'année passée et qui aura aussi une fonction de sciences sociales. Et il est vraiment extrêmement important de savoir que quand l'académie ne peut plus produire des sciences sociales, n'a pas le courage de produire des sciences sociales, où il y a des interdictions, où il n'y a pas de demande qui viendrait de cette communauté, eh bien, la fonction de l'académie se déplace ailleurs. Que la cité elle-même devienne le lieu de production de savoir universel. Universel et universitaire, mais aussi partant de l'universel. Parce que la question n'est pas uniquement d'éclairer sur le génocide des Arméniens, n'est pas seulement dire qu'effectivement, vous savez, il y a eu 800 000 fusillés et 26 millions de personnes déportées, etc., mais de développer aussi de nouvelles méthodologies, de développer une nouvelle épistémologie, de redéfinir effectivement les enjeux épistémologiques. Et là, on voit qu'on va bien au-delà de la simple question de l'éclairage ou de l'information ou, comme on disait en Union soviétique, l'édification des masses. Et je crois que cette question est aussi peut-être vraie par rapport à certains autres enjeux, les incendies de forêt en Sibérie et en Turquie, ou la question de l'écologie, la question de la santé, la question de l'éducation. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de domaines dans lesquels, sans doute, les sciences sociales peuvent apporter leur éclairage, mais aussi se renouveler en dehors de l'académie proprement dite. Et puis, voilà, le papier malgré tout de José Mario, là aussi j'ai trouvé vraiment absolument impressionnant. Je vous attendais pas sur ce terrain-là. Je pensais que vous allez parler effectivement des contraintes pesant sur la recherche dans le Pays Basque, mais vous nous avez apporté énormément de choses sur cette question effectivement de l'histoire. Et il est impressionnant de voir combien les Américains ont passé les 35 dernières années à se débarrasser de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était pas uniquement une théorie de Fukuyama, c'était l'ère du temps. Enfin, on n'a plus d'histoire. On ne peut avoir que des anecdotes, des notes de bas de page, des faits divers. On n'aura plus d'histoire. Et là réside aussi, je crois, la réponse à la question de pourquoi on n'a pas pu venir ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine, parce que cette décision était vraiment une mission, la mission accomplie, dans la mesure où on n'a plus de mission de démocratiser le monde, on n'aura plus d'histoire non plus. Or, je crois qu'effectivement, vous avez montré, l'histoire se produit, et en même temps, cette histoire qui se produit, et peut-être aussi, pose aussi une autre question, que vous avez remarquablement bien souligné, c'est est-ce qu'on peut distinguer l'histoire et l'historiographie, la bataille historique et la bataille historiographique. Et je crois que peut-être là aussi, Hannah Arendt peut être utile parce qu'elle dit, on reconnaît aux générations qui viendront d'interpréter l'histoire comme elles souhaitent, à condition de ne pas toucher à la chronologie, à condition de ne pas toucher aux repères qui se sont effectivement réalisés. Et je crois qu'effectivement, on peut dire, à condition de dire que le génocide des Arméniens a existé, la Shoah a existé, que depuis 2008, en Russie, on disait qu'il fallait réduire l'Ukraine en une entité folklorique, que ces vérités-là ne peuvent pas changer, l'interprétation devient passible. Et si l'interprétation devient passible, dans ce cas-là, cela signifie aussi que non seulement la discipline de l'histoire, mais la cité elle-même devient historienne, devient herméneutique, devient polysémique, s'ouvre au débat, se constitue par le consensus pour se doter d'une identité et d'une cohésion, et se renouvelle par le dissensus, ça veut dire par une querelle d'interprétation. Je crois que cela n'est pas le cas dans un pays comme la Turquie ou la Russie, mais dans des démocraties, en tout cas en Europe, on peut parfaitement imaginer que la quête de la cohésion d'un côté et la quête de renouvellement de l'autre côté, le consensus et le dissensus peuvent se faire entre autres domaines dans cette perspective de
cette perspective d'historiographie que vous avez proposée. Je prends encore 2 minutes, pas plus. Léonel est parti, mais quand même, j'aimerais bien... Voilà, il revient. Voilà, donc dans ce cas-là, peut-être 2 mots sur Dominique. Voilà, le papier de Dominique que j'ai trouvé aussi extrêmement riche. Mais je crois que nous placer à l'ombre ou sous la houlette de Elias et Mannheim signifierait peut-être aussi de reconnaître, si on prend leur trajectoire dans la durée, pas seulement dans les années 20 ou 30, cela signifierait aussi qu'on reconnaîtrait que la démocratie n'est jamais achevée, que la démocratie est dans l'inachèvement perpétuel, mais que parallèlement aussi, les sciences sociales ne peuvent jamais être achevées, que les sciences sociales seraient dans l'inachèvement total. Mais cela nous amènerait aussi peut-être au terme des angles morts de nos cités, de notre cité démocratique. Et s'il en est ainsi, d'autres questions émergeraient. De quelle génération fait-on partie? Est-ce qu'on fait partie des générations des années 20-30, 1900? Ou est-ce qu'on fait partie des générations de 2020? Est-ce que le phénomène de génération pour les sciences sociales, mais aussi peut-être pour la citoyenneté, ne se pose pas en fonction des questions qu'on se pose et non pas en fonction de classe d'âge? Et une autre question qui se poserait aussi, ces questions-là ne sont bien entendu pas uniquement les questions que vous avez évoquées, ne sont bien entendu pas uniquement les questions des sciences sociales. La philosophie, je suis analphabète en philosophie, mais je sais qu'effectivement la philosophie se pose ces types de questions. La critique littéraire, la création artistique, finalement peut-être effectivement tout le monde est concerné. Mais si tout le monde est concerné, c'est qui signifierait peut-être aussi qu'il y a aujourd'hui une crise de distanciation. Voilà, effectivement, on peut penser la démocratie autant que les sciences sociales à partir de la distanciation, mais que fait-on lorsque la distanciation elle-même elle est en crise? Et cette crise pourrait peut-être expliquer que la représentation également est en crise, mais si la représentation et la distanciation est en crise, est-ce qu'on n'est pas dans la configuration, dans la théorie de configuration d'Elias, qui est absolument imprévisible? Et effectivement, voilà, je crois que l'une des contributions majeures de Elias pour moi, ce sera dire qu'on peut comprendre toute configuration qui s'est produite sans pouvoir être capable de prédire les configurations qui viennent. Et je crois que là, ça peut être aussi une perspective. Et un tout dernier point, donc, concernant la présentation de Lionel, que je trouvais également extrêmement riche. Et je crois qu'il a, dans cette présentation, on a vu apparaître des catégories, et ces catégories me paraissent très importantes, je les souligne. Les chercheurs marxistes, les chercheurs néo-marxistes, les chercheurs panafricanistes, les chercheurs afro-féministes, et je crois que partir peut-être de ces catégories-là, pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie, finalement aussi dans pas mal d'autres pays, peut nous être extrêmement utile pour penser comment les sciences sociales se pensent, et peut-être aussi aller au-delà des débats absolument stériles désormais sur l'orientalisme, anti-orientalisme, ou voir les blocages des decolonial studies. Mais cela signifierait aussi peut-être de poser la question des frontières, pas uniquement en termes de tradition scientifique, mais aussi l'intergénérationnalité. Qu'est-ce qu'on va faire avec la question de l'intergénérationnalité? Je crois que les chercheurs en Afrique ne sont pas les seuls à se poser cette question. Je crois que globalement, vraiment, je ne connais pas un seul pays dont les chercheurs ne sont pas partis ailleurs et ne sont pas constitués éventuellement une filiation intergénérationnelle. Mais l'intergénérationnalité signifie aussi interspatialité et comment effectivement penser à reconstituer tout ceci de sorte qu'il y ait une filiation, mais une filiation qui n'écrase pas la recherche qui viendra. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. C'était absolument fascinant comme table ronde. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions dans la salle, je ne sais pas. Et puis, comme ça, ensuite, vous pourrez répondre à la fois aux remarques d'Amit et aux questions éventuelles. Et si vous avez des questions entre vous aussi, bien sûr. Voilà, donc je sais. Alors, il y a Bruno. Moi, j'ai une première question sur l'exposé de José et sur les 3 critères du discours historique. Hein. Penser de manière processuelle, différencier les sources, hein, et
combiner source et historiographie, ça qualifie la méthode historique. Et si j'ai bien compris le sens de l'exposé, le diagnostic que vous posiez, c'est de considérer que cette méthode aujourd'hui est la cause d'un écart entre histoire, science historique on va dire, et société, et attente de la société. Donc ces trois critères donnent, selon vous, un avantage au récit, ou à la story, et pas à l'history. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et vous préconisiez, à la fin, une adaptation de la science historique à cette demande de la société, ou en tout cas à la reconnaissance de cet écart, et la tentative de le combler en allant vers ce que la société requiert. Il y a une forme quand même de renoncement là. Et qu'est-ce qui... Alors je pose la question un peu brutalement, parce qu'on n'a pas le temps et il faudrait... Qu'est-ce qui interdit de penser que dans la société, une attente... Qu'est-ce qui interdit de penser qu'une attente d'un autre ordre, qui serait plus adéquate aux critères de la science historique, n'est plus repérable? Qu'est-ce qui vous amène à un constat de ce type, et du coup à une forme d'adaptation? Voilà. Bon, voilà, ça c'est ma question. Elle est vraiment très simple. C'est le renoncement, en fait, ce que j'ai entendu comme un renoncement. Bon, alors, j'ai une question évidemment pour Dominique. Dominique, l'exposé était absolument lumineux, contrairement à ce que tu disais au début, et je me suis posé la question de... c'est pratiquement la question finale de Mannheim. Conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Alors donc là, si j'entends bien, le point de convergence entre la rationalité portée par les sciences sociales, la représentation portée par les sciences sociales, et la représentation politique requiert quelque chose de plus que l'englobement pratiqué par les sciences sociales elles-mêmes, qui est que dans leur développement, la représentation sociologique, on va dire, le travail des représentations sociales, va jusqu'à intégrer la représentation politique. Il semble que Mannheim ait été, au bout du compte, sur une position qui ne renonçait pas, mais prenait en compte un dernier décalage. Voilà. Et donc c'est ce dernier décalage-là qui est en cause, et je voulais t'interroger sur la façon dont tu le comprenais, conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Voilà. C'est tout. J'avais deux questions. Après, j'en avais d'autres. Alors, si, quand même. Excuse-moi. Non, à chaque fois, je fais ça. Non, c'est évidemment une question pour Lionel, mais j'ai commencé à la lui poser à la pause. C'est cette question générationnelle, et c'est ce statut de la génération qu'on retrouve. C'est-à-dire le statut de cette génération marxiste, donc, de ce qu'a représenté le marxisme, en fait. En fait, c'est ça. C'est ce qu'a représenté ce marxisme-là, pour que, aujourd'hui, il soit absolument nécessaire d'y revenir pour unifier la pensée critique à un niveau
pertinent, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique comme telle, hein, c'est-à-dire transnationale, hein, et qui donne, vous avez dit, à l'Afrique le statut d'objet de sciences sociales à part entière. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que ce marxisme-là a été d'une part dépassé, oublié, hein, et d'autre part qu'il recélait alors qu'il était pourtant le fruit d'une imprégnation de la pensée occidentale, il recélait la possibilité d'une rationalité propre, hein, à la pensée africaine. Voilà. Si j'ai bien compris le mouvement de la nouvelle génération, hein, il consiste à aller chercher dans cette séquence quelque chose de propre à l'Afrique. Voilà. Et ça m'a évidemment interrogé sur le statut de ce marxisme. En fait, voilà, c'est simple. Voilà, j'étais assez court quand même. Merci beaucoup à toutes et tous pour cette table extraordinaire et aussi à Amit pour des conclusions très, très remarquables. Alors, il est toujours difficile de parler après Bruno. J'ai fait des séminaires avec lui, donc je le sais. Et son si quand même est un coup près terrible. Mais là, j'ai d'autres choses à dire qui ne recoupent pas ce qu'il a dit, donc je suis content. 2 questions. La première, c'est pour Lionel. Et j'irai plus loin que l'Afrique. Au fond, est-ce que, disons, localiser nos travaux dans l'université, c'est pas quelque chose. En Afrique, c'est visiblement très largement impossible. Et donc, il faut trouver des espaces hors académique, comme dirait Amit, pour construire les objets que vous voulez construire et surtout les relations que vous voulez construire à l'échelle du continent, mais aussi plus loin que ce continent. Donc, est-ce que on pourrait dire, je sais pas, je pose la question à tout le monde, que l'âge de l'université touche à sa fin. Au fond, c'est l'université telle que nous l'avons connue, et qui a commencé à l'université Humboldtienne et ses diverses traductions à travers le monde. Est-ce que cet âge n'est pas révolu et au fond, à travers ce que Novotny, Gibbons et d'autres ont dit du mode 2, d'un âge postdisciplinaire, etc., on n'est pas déjà dans quelque chose qui serait l'après de l'université. Alors, pour l'Afrique, c'est un après qui est contraint, puisque l'université répond plus ou n'a jamais vraiment répondu à ce que vous attendiez d'elle. Et donc ça, c'est quelque chose qui pose la question aussi de comment ces collectifs dont vous parlez, et le terme est important, collectifs, peuvent se constituer et perdurer, je veux dire, à partir de sources de financement, de stabilité. Et donc là, on est en conflit peut-être entre l'idée qui a nourri l'université occidentale, celle d'une professionnalisation progressive et son corollaire, l'autonomisation, et donc la mise à l'abri des dangers extérieurs, pour dire vite. Et ce nouvel âge, au fond, qui est un âge contraint, mais qui est peut-être aussi un âge qui ouvre de nouvelles possibilités. Ça, c'est ma question pour Lionel. J'ai une question pour Dominique. Alors, je suis très content que vous ayez parlé de manière si ferme de Mannheim, puisqu'il est un peu aujourd'hui oublié, ou on le considère pas comme un auteur majeur. Et je pense que vous avez dit clairement, au fond, et j'introduirai ou réintroduirai une notion que vous n'avez pas, placée dans votre intervention, mais qui est celle d'intelligentsia ou d'intelligence freischwebend, je ne sais plus comment on traduit en français, enfin free floating. Oui, voilà. Et cette question du détachement que je verrai, en rapport avec celle de la distanciation et de la réflexivité plus loin, si on veut utiliser ce terme, effectivement, avec cet effet, alors que beaucoup ont refusé, je pense à Bourdieu, qui était extrêmement hostile à cette idée, mais qui est une idée importante si on vous suit dans cette idée de double représentation. C'est aussi un détachement par rapport, au mode ordinaire de fonctionnement des représentations. Et aussi, peut-être, vous avez dit creuser, c'est quelque chose qui serait, alors, j'aime pas le terme, mais une forme d'avant-garde, ou les intellectuels étant plus détachés ou détachés plus tôt,
ou flottant plutôt, je ne sais pas comment il faudrait dire, dans l'espace social et peut-être pouvant, disons, inaugurer ou faciliter un mouvement plus ample dans cette direction d'une société qui pourrait être, alors j'utiliserai demain le terme, mais une forme de cité savante. Bon, avec toutes les prudences qu'on peut dire, et c'est ce que Amit, je pense, laissait entendre à la fin de son intervention. Voilà donc mes deux remarques et questions. Oui, ma question, elle est un peu directe et s'adresse aux représentants, enfin, aux organisateurs du colloque. Et moi, j'ai véhiculé, enfin, on a vu la Turquie, point de vue historique, l'Iran, la Russie, et j'aurais aimé continuer dans la même lignée, la colonisation française, la création de ce qu'on appelle les États-Unis, avec quand même un génocide de 110 millions d'Indiens, dont je cite Raoul Peck, qui est un cinéaste, où il a deux films. Le premier, c'est I Am Not a Negro. Le deuxième, j'ai oublié son nom, où il essaye de déconstruire un peu l'histoire véhiculée par les États-Unis à travers Hollywood et de construire une nouvelle histoire et de dire que ces gens ou ces personnes qui sont venues de l'Europe, qui ont exterminé toute une population, de 110 millions, il reste que quelques milliers. Ils ont fondé ce qu'on appelle les États-Unis. Après, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils sont allés en Afrique pour chercher 110 millions. 110 millions, non, 10 millions ou 12 millions d'esclaves. Et moi, j'aurais aimé que ça soit exposé parce que quand on prend l'Afrique. Oui, mais le colloque n'était pas sur le 19e siècle, 17e siècle. On essaie de problématiser la question non pas de toutes les tares qui ont existé dans l'histoire. Le colloque n'est pas, par exemple, sur la Shoah, c'est sur la discussion sur la Shoah. Voilà, le colloque n'est pas sur le génocide des Arméniens. Donc, parce qu'effectivement, si on devait couvrir l'histoire humaine dans sa totalité, on n'y arriverait pas. Ce qui nous inquiétait, ce qui nous interpellait, surtout Isabelle et Bruno, mais nous autres membres de conseil aussi, c'était de penser à la question au danger sur les sciences sociales aujourd'hui. D'accord. Alors, vous m'excusez de vous dire, venons au XXe siècle. L'emprise des gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, français, sur l'Afrique et sur la production scientifique, elle est là présente. Pour le monsieur, je m'excuse pour la question dirigée posée à monsieur Lionel. Moi, je pense que l'université n'arrive pas à sa fin, mais elle suffoque et elle n'admet plus d'antithèse. Et c'est, je pense, chercher d'autres perspectives, comme les collectifs fondés par que ce soit monsieur Lionel ou d'autres. C'est que on arrive à un point où l'université n'accepte pas certaines thèses, donc les gens ils essayent de chercher ailleurs, notamment les Africains. Et merci. Merci beaucoup aux intervenantes de la table ronde. Moi j'ai une question en fait je repose un peu la question que j'ai posée ce matin parce qu'elle m'obsède. C'est la question de savoir si l'on dit que les sciences sociales sont appelées par les processus, disons, de modernisation, alors on peut même dire de démocratisation fonctionnelle, puisque grâce à l'exposé de Dominique, on peut maintenant employer ce terme. Donc, la question, c'est de comprendre pourquoi des pays qui se modernisent, et je dirais même parce qu'ils se modernisent, loin de faire appel aux sciences sociales, essayent d'en réduire la portée. Pour moi, c'est l'énigme, en fait, qui est posée au cœur de la journée. C'est d'essayer de comprendre le rapport entre modernisation des sociétés et le sort qui est fait aux sciences sociales. Alors, il y a une première piste, je trouve, qui a été dégagée aujourd'hui d'explication de cette énigme, c'est de dire de lier ça d'abord à des processus, à la question de l'intégration nationale, à la question de la nationalisation. Et que ces pays se nationalisant produisent, disons, ce qu'on pourrait appeler des mythes nationaux. Bon, le tabou fondateur, si je comprends bien, de la nation turque, le génocide arménien. Dans le cas russe, la Seconde Guerre mondiale, l'action de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, qui
qui est amené comme mythe fondateur. Alors, dès lors, le discours des sciences sociales est un discours ennemi. Et dès lors, comme l'a dit Amit, le discours des sciences sociales, c'est un discours qui vient de l'étranger. Et c'est un discours qui est antinational. C'est un discours qui est d'ailleurs porté, dit-on, à ce moment-là, par la domination occidentale. Donc ça, il me semble que c'est un point central, c'est-à-dire, c'est parce que ces nations deviennent de plus en plus des nations qu'elles rejettent les sciences sociales. Le deuxième élément de la modernisation, on l'a dit, c'est la différenciation sociale, c'est le fait qu'il y a des groupes socio-professionnels de plus en plus divers. Et là, au contraire, on pourrait dire que vient sans doute, à ce moment-là, le mouvement inverse d'une demande de sciences sociales. Mais ça serait vraiment à examiner de près. Et en réalité, le mot qui revient en permanence, c'est la question des intellectuels. C'est-à-dire, disons, du développement de couches intellectuelles à l'intérieur de ces sociétés. Ce sont ces couches-là, c'est ce qui m'apparaît en vous écoutant, mais j'aimerais votre avis. Ce sont ces couches-là. Alors, qu'est-ce que c'est que des intellectuels? Jusqu'où ça va? Qu'est-ce que c'est que des couches intellectuelles? Est-ce qu'il suffit d'être diplômé pour être un intellectuel? Ça, c'est d'autres questions. Mais notamment les jeunes générations d'intellectuels qui seraient en demande, plus ou moins peut-être confuse, mais de sciences sociales. Et enfin, le dernier point que je voulais mentionner, parce que ça m'a paru à l'exposé de Lionel, c'est l'importance, en fait, dans ce contexte, à ce moment-là, de construire des traditions nationales ou continentales des sciences sociales. Car une chose dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est que beaucoup de pays du Sud vivent les sciences sociales, effectivement, comme des produits d'importation. C'est-à-dire, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord qui produisent les théories, les concepts qu'il nous faut intégrer. Et je pense que c'est très mauvais comme situation pour les sciences sociales dans ces pays du Sud, mais aussi du Nord, parce que ce dont nous aurions le plus besoin dans le Nord, c'est la construction de trajectoires autonomes de production des sciences sociales. C'est de théoriciens, de schèmes, d'approches des sciences sociales autonomes, je dirais, dans les pays du Sud. Alors, je pense que si ces processus de modernisation se poursuivent, et c'est là que je voulais terminer, parce que c'est une note peut-être plus optimiste, même, c'est qu'à terme, on peut imaginer effectivement que les sciences sociales se développent vraiment parce qu'elles se développent de manière autonome et indexée à des trajectoires de modernisation nationale qui iront jusqu'au bout. Et alors, pour aller jusqu'au bout, il faut effectivement qu'à un moment donné, certaines façons de concevoir la nation soient remises en cause. Ça tombe bien parce que je vais enchaîner. Vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est cette dichotomie entre le discours national qui rejette en fait les sciences sociales, vous l'avez dit, et qui veut pas savoir en fait, qui veut pas savoir d'un côté, et puis de l'autre. La société, les forces vives, allez, appelons-les comme ça, de cette société qui en demande. Parce qu'après tout, on vit dans un monde de communication. Hein. Les gens parlent, il y a la tradition orale, elle a existé, elle revient en surface, et surtout les jeunes en demandent. Alors c'est vrai que, comme Amit l'a rappelé, ces intellectuels qui font office de briseurs de tabous, disons, eh bien, ils se baladent, comme on dit en turc, leur tête sous le bras, parce qu'ils sont traîtres au national narrative, comme on dit, n'est-ce pas, et ils sont passibles de mort, et ils les tuent. Enfin, je le rappelle. Ce monsieur, dont la fondation porte le nom, a été assassiné, mais vraiment froidement, comme notre collègue libanais, voilà, qui a été assassiné exactement de la même façon. Et parce que vous savez, là il y a un problème quand même, parce que c'est pas seulement un discours spécifique aux États, hein. Et ça, là il y a un gros problème quand même, parce que il y a les masses qui sont complètement lobotomisés en quelque sorte, acceptent ce discours national et ils s'en targuent même. Elles sont lobotomisées ou elles aspirent à la nation? C'est-à-dire que si on veut décrire positivement ce qu'elles veulent faire, elles veulent une nation.
Ils veulent une nation, et les sciences sociales leur sont présentées comme... C'est-à-dire que non seulement sur le plan intellectuel, certainement, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le génocide des Arméniens, le nettoyage ethno-religieux qui a eu lieu entre 1894 et 1924 dans l'Empire ottoman et la Turquie naissante, c'est aussi une grosse affaire économique. Ils ont fait main basse sur les biens des non-musulmans. Et c'est énorme. Je veux dire, donc il y a vraiment complicité de la part de couches importantes de la société. La bourgeoisie turque, qu'on appelle aujourd'hui, elle s'est constituée à partir de la spoliation, n'est-ce pas? Donc évidemment, donc ils sont complices. Alors qui en veut? Alors évidemment, c'est ceux qui la société. Pour autant, j'ai donné l'exemple du gin qui est sorti de la bouteille. Les gens en demandent parce que c'est trop beau, n'est-ce pas? C'est trop beau. Et à la limite, c'est comme dans le film, le documentaire de la Shoah, quand ils demandent alors, toutes ces maisons sortent d'où? Alors le paysan polonais, il dit, mais c'est nous qui les avons fabriquées. En Turquie, c'est pareil. Vous allez dans l'Est, il y a encore des écritures en arménien sur les maisons sur lesquelles on a fait main basse. Alors, on peut pas cacher comme ça. C'est trop beau, la réalité. Alors, elle ressort quelquefois, elle revient. C'est les djinns, quoi. Les djinns continuent à... Juste peut-être un tout petit mot. Je pense que on discute en Turquie, en Russie et en Iran, c'est pas la modernité, c'est la puissance. Et juste la puissance. Et juste, je me permets de rappeler le résumé de le livre Profondeur stratégique de l'ancien Premier ministre turc qui disait le 19e et le 20e siècle avaient été des siècles de la modernité. Dieu merci, la modernité est morte. On entre dans une ère de la guerre sociale darwiniste de tous contre tous. Voilà. J'utilisais modernisation dans le sens sociologique, pas dans le sens des acteurs. Et je pense que il est professeur. D'accord, ce qui est en jeu, c'est la nationalisation de la nation, c'est-à-dire le nationalisme, c'est-à-dire la puissance de la nation. On fera un colloque sur le sujet. Il y a beaucoup de questions. Je vais élaborer quelques pistes et je suis pas sûr de pouvoir répondre à tout. Alors la question de Bruno, c'est ça. Hein, je suis désolé. Disais Bruno. Sur la question de ce qu'a pu représenter le marxisme, selon moi, j'aurais dû dire, peut-être, pour être plus précis, une galaxie marxienne. Donc, il y a une grammaire commune, me semble-t-il, après les indépendances qui émergent et qui tente de construire une pensée autonome à partir de la grammaire marxiste. Et donc, c'est, à mon avis, ça qui est un dénominateur commun et sur lequel il est important de venir. Maintenant, le discrédit de cette pensée est lié aussi, il ne faut pas l'oublier, à certains intellectuels universitaires qui ont rejoint des régimes qui ont contribué à asseoir des régimes autoritaires. Donc ça, c'est des trajectoires nombreuses, hein, il me semble. Ceux qui n'ont pas choisi l'exil et qui ont été affamés ont fini par rejoindre le pouvoir. Donc c'est ça qui contribue aussi à l'oubli et au discrédit par une partie de la population, de ces intellectuels, de ces universitaires qui se disaient proches du peuple, intellectuels organiques, qui se prétendaient organiques et qui finalement se transforment en cyniques, en fait. J'ai des exemples qui me viennent en tête. Bon, j'espère que c'est pas trop comme mais par exemple, quelqu'un qui était très très engagé au Codesria à gauche, Luc Sinjun, sciences politiques, qui a été agrégé en sciences politiques ici, avec
avec l'aide de beaucoup de collègues de Nanterre, et qui est la tête pensante du système BIA actuellement. Quand on voit ces écrits, et ça détruit des générations qui se disent bon, ben, de toute façon, autant ne plus se battre, parce que aussi, on ne mesure pas c'est pas une exigence morale, mais on ne mesure pas combien ça fait de mal à toute une génération quand certains vont se vendre au pouvoir, parce que ça rend cynique toute une génération. Bon, voilà, on pourrait en discuter longtemps, mais c'était... Pardon. Ensuite, la deuxième question de M. Fabiani, c'était sur la localisation. Est-ce que l'université touche à sa fin? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que pour l'Afrique francophone et même anglophone, le modèle colonial de l'université est à bout. Pour ma discipline à moi, le droit, je ne sais pas, comme vous êtes en sciences sociales, vous ne savez pas, je suis dans une discipline très conservatrice. Hein. Ça, il faut être clair dessus. Et donc, jusqu'à maintenant, on ne peut pas être professeur sans que dans le jury, il y ait quelqu'un de la métropole. C'est des accords CAMES, hein, Conseil africain malgache d'enseignement supérieur, les textes sont là. En fait, personne n'en parle, mais c'est une pratique. Il y a toujours un juriste, professeur de droit de la métropole dans ces jurys qui agrègent des professeurs africains. C'est pas une critique vide de sens. C'est-à-dire que ça veut dire que les sujets vont être des sujets de métropole. Et donc, les collègues peuvent être tout à fait bien intentionnés, ils vont donner des sujets qu'ils connaissent d'ici. Et ça détruit aussi toute une génération. Au Sénégal, il me semble qu'en économie, durant les années 97, 2000, les directeurs de thèse étaient et venaient de la métropole. Il y a toute une histoire à écrire aussi sur ce dispositif de coopération. Il y a des collègues qui sont encore en vie, qui ont bénéficié de ce dispositif de coopération, qui allaient au Sénégal, qui allaient au Mali, qui allaient ceci, qui allaient cela. C'est aussi quelque chose qui est hérité de la colonisation et qui a perpétué des modes de pensée pour plusieurs générations. Donc ça, je pense que c'est une explication. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ce modèle-là d'université, effectivement, touche à sa fin, parce qu'il ne répond pas aux questions concrètes de certaines catégories de population. Les gens veulent savoir, par exemple, pourquoi on utilise le franc CFA et quel est le mécanisme qui est derrière ça. En fait, ça, c'est des questions concrètes. Les gens veulent savoir, bon, est-ce qu'il est possible de penser la question LGBT sans la penser dans les catégories occidentales? Mais est-ce que c'est possible sans tomber dans le conservatisme de dire ça, c'est un truc de l'Occident? Il n'y a pas de réponse, en fait. Il y a soit l'importation, soit le conservatisme. Et donc, c'est aussi la même chose, par exemple, pour un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est les sanctions contre le Mali. Les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Bon, tout le monde s'en fiche, effectivement, mais bon, je ne dis pas ça de manière cynique, mais le Mali, depuis plusieurs mois, est sous embargo de la CEDEAO. Et ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la France qui est derrière. J'ai travaillé cette question comme M. Jouan-Jean adore, là, de manière dogmatique. Parce qu'il fallait de la dogmatique. Au sens juridique, il faut vraiment être... Voilà, la norme dit ça. Ça aussi, on sait faire à Nanterre. Et donc, je l'ai travaillé de manière dogmatique, et le résultat, c'est que les sanctions sont illégales. Mais il faut le démontrer, et ce n'est pas que la France qui est derrière. La France est derrière, mais ce n'est pas que la France qui est derrière. Or, les intellectuels improvisés sur les réseaux sociaux disent que c'est la France qui est derrière. Oui, mais le mécanisme pour aboutir à ça, il est simplifié. Il n'y a pas que la France qui est derrière. Elle est derrière, oui. Il y a d'autres pays, oui. Il y a un contexte géopolitique de rivalité entre les Occidentaux et la Russie et la Chine de l'autre côté. Oui, donc, du coup, quand on apporte, nous, universitaires, des réponses, on peut dire, effectivement, ce n'est qu'une partie de la réponse. Mais
en même temps, ça répond à des demandes. Et les gens, s'ils n'ont pas des réponses à leurs questions, ils vont aller vers des trucs simplifiés. Et après, on s'étonne du sentiment anti-français. Mais oui, et je n'aime pas ce terme, sentiment anti-français. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que c'est parce que justement, les universitaires ont un peu disparu pour répondre à des questions qui sont, à mon avis, très concrètes, eh bien, l'espace est occupé par d'autres. Et pour répondre à la dernière question de Cyril, je pense que, en tout cas, s'agissant de l'Afrique, penser des communautés nationales, pour moi, n'a jamais eu de sens. Mais c'est historique aussi. Parce que pour l'Afrique francophone, Dakar était l'université fédérale. Et ça, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Senghor, à partir de 68, il y a eu notre 68, le 68 de mes parents, hein, moi j'étais pas né. Et le 68 de nos parents, c'est que, en même temps qu'il y avait mai 68 ici, il y avait mai 68 à Dakar, où des étudiantes et des étudiants demandaient de décoloniser le curriculum. Qu'est-ce que Senghor a fait? Il les a tous renvoyés, les Béninois, les Voltaïques, les Maliens, il a pris un avion, tout le monde a pris un avion, rentrez chez vous, et on construit des universités. C'est à partir de là que la balkanisation s'est opérée. Mais l'université, en tout cas, il y avait une grosse université en Afrique centrale, une grosse université en Afrique de l'Ouest, a toujours été pensée, me semble-t-il, dans une optique fédérale. Mais même, d'ailleurs, Senghor n'était pas contre. Lui-même n'était pas contre. Mais quand ça a commencé à dégénérer, me semble-t-il, ça n'arrangeait plus. Bon, voilà, j'ai pas tout répondu, mais... Okay, thank you very much for your questions. And if I had an hour more, I could probably give you a more elaborated answer. But basically, I wanted to say that yes, what I said is what you said, that to me the specialization of history in the historical method by the end of the 19th century, the generation following to François Risseau, it is what made a distance in between historical writing and society, in the sense that we detached, historians I mean, detached from literature. Our secular place was literature, and the historical method distanced us from literature and at the same time from society. Why? Because we tended from the end of the 19th century onwards to develop this historical method, which wanted to be more scientist. Being more scientist had two consequences. One is good for me, because it created an academic field, and I lead from this because I am a professor of history. But on the other hand, it also has the consequence of distancing the language and the writing, the narrative of historians from society. What is the consequence of this? And I am also answering the other question thereof, is that for our societies, I'm talking in general, it is more interesting anecdote than historical process. Much more interesting. If I start a class or a public conference using another anecdote, and I focus on this anecdote, historical anecdote, I got the attention of the public immediately. I think that this has to do with this thing I commented at the beginning of my talk about the neuroscientists, that they say that we are addicted to narrative as humans, but that narrative is very dangerous. But I think that something of this is in this the attention getter of the anecdote. The problem is, to me, that if we focus only on the anecdote, we are not offering to the public a historical account. We are just focusing on the anecdote. Have you seen that lately there is a huge interest in the history of my grandfather, who was a Nazi, but nobody knew that, and I am reconstructing the
familiar history, and my uncle that was a Falangist under Francoist regime, but he was a good guy, and I want to make the history of my family. Well, I think that this has to do with our own society that, to me, is very neoliberal, and what we could say is a selfie society. We are interested in particular histories, that is the way Instagram works, for example, and we are interested in the anecdote, in the particular case, in the, and this is a fact. The end of my talk that was very precipitated was about your question, what can we do? Well, I think that we have to do something because, as I said, the gap in between history and society can be filled up by something that we could call a historiographical populism. And you have many examples in Europe about this, right? So in order to avoid this historiographical populism, what can we do? If we historians continue to talk our language and writing just for us, it is impossible to communicate with the people at large. So maybe we have to recover something of our literary past in order to communicate better with the public. That was the bottom of my question. And now I am using an anecdote to answer very briefly the question by Amit about the Basques. I am a Basque. I'm a Spanish too, European. I was Mexican during a period of my life. My little boy Daniel, he's from Ethiopia, but he thought he was Mexican during the first years of his life because we lived in Mexico. But at the end, many people ask me about the Basque country. I guess that because of the history of the Basques and terrorism and all these things that make notorious that Basque has a meaning. But it's a good example to exemplify what I meant by the emancipatory capacity of historical thinking. Not of history, but of historical thinking. And the anecdote is very brief. I was in a TV program discussing in a public debate with Basque nationalists. At some point, I said, and I'm using now the Spanish because this is has a meaning only in Spanish. As I said, yo no soy vasco, I'm not a Basque, yo estoy vasco. And that is a difference, because when you say yo estoy vasco, that don't use this because it's not grammatically correct in Spanish to say yo estoy vasco. But I said this on purpose to introduce the variable of time. Now I can be Basque because we have not any more terrorism, so I can feel good here, I can develop politically, for example, I can discuss publicly. So that makes me Basque. So if it was just introducing this, this switch of the historical, about historical thinking that now I'm Basque, but I couldn't. I could be a very different thing, like Mexican, for example. And it suddenly, the nationalist people there answered, no, you cannot be anything but Basque. So it was like initiating a discussion about, but it was based on historical thinking. And I must confess that I really felt very, very liberated, like a Swedish, very liberated from history onwards. Non, moi, je prends la parole vraiment 30 secondes. D'abord parce que beaucoup de questions vous sont adressées. Et ensuite, bon, c'est une énorme question, celle de, enfin, en ce qui concerne la Russie. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit et c'est vrai que j'étais plutôt du côté de ce que disait Hamid, juste sur le mot de la puissance
effectivement, bon, on peut voir dans le processus actuel une néo-nationalisation, mais c'est quand même avant tout une politique néo-impériale. Donc il nous porte c'est pareil? Je pense pas que ça soit... C'est la grandeur de la nation. Ouais, enfin, c'est la grandeur de la nation Oui, ou la revanche. Mais ce qui... La revanche sur l'histoire, sur l'histoire de l'autre, sur la revanche de qui? La revanche de la Russie sur elle-même. La revanche de la Turquie. Mais la Russie n'a aussi, jamais vraiment existé autrement que comme un empire. Donc, tout ça est une question très très compliquée, mais je pense que c'est pas l'axe du débat actuellement. Donc Cengiz a une très jolie expression, le processus de désoccidentalisation. Non, mais la question, c'est que justement, dans le rapport à l'Occident, on assiste quand même, il y a un rejeu incroyable de choses qui ont déjà été dites, depuis 200 ans en Russie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est vraiment, et là, On a un colloque, Bruno et Isabelle, votre prochain colloque. Ami de Françoise. Exactement, chacun son tour. Oui, alors merci pour vos questions. Il est tard, je ne vais pas faire trop long. Je voudrais souscrire d'abord à tes remarques. La première qui est l'inachèvement de la démocratie et des sciences sociales. C'est je pense qu'une très bonne façon de dire que ces deux éléments se conditionnent en fait dans le processus qui continue d'évoluer et que les découvertes que réalisent les sciences sociales de ce qui arrive de nouveau dans une société est un gage pour que cela se réfracte dans une vie démocratique. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait une confusion liée à la notion de démocratisation fonctionnelle. Pardon. Il y a une confusion, je pense, et je veux en tout cas éviter qu'il y ait une confusion sur la notion de démocratisation fonctionnelle. Ça ne renvoie pas au régime démocratique chez Elias. C'est bien un diagnostic sur l'évolution sociale de long terme. Et ce n'est pas directement relié à la démocratisation politique. Au contraire, des régimes autocratiques... Exactement. En fait, c'est un synonyme pour processus de modernisation. C'est exactement ça. Et donc, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste sont, dans l'esprit de Mannheim, également l'effet de la démocratisation fonctionnelle. Ce qu'il appelle une démocratisation fonctionnelle négative, par rapport à une démocratisation fonctionnelle positive qui donne lieu à une organisation politique démocratique. Donc, je voulais juste clarifier ce point. Ça m'amène au deuxième sur la question de... Alors c'est vrai que je suis anachronique avec mon exposé, je vous parle des années 30, et je ne veux pas du tout suggérer qu'on puisse se contenter de regarder les années 30 et se contenter des bilans que les gens qui ont eu l'expérience de cette période ont tirés de cette... En même temps, on peut essayer d'en apprendre un peu, évidemment, mais vous serez tous d'accord. Et on peut notamment se dire ceci. Ce qui fait que nous sommes de la génération 2020, c'est que le processus de démocratisation fonctionnelle s'est poursuivi. Et que c'est à ce stade du développement de la démocratisation qu'il faut reposer la question et reposer aujourd'hui un diagnostic. Et je pense que c'est ça que vous avez initié en fait avec ce colloque. Et j'espère qu'on va tous s'y mettre parce que c'est évidemment tout à fait urgent. Ce qui rejoint d'ailleurs rapidement le point qu'a soulevé Cyril. Je suis d'accord avec lui. C'est ça la question principale. Qu'est-ce qui fait que la démocratisation fonctionnelle ne donne pas systématiquement lieu à des formes de vie démocratique, libre, où les gens sont respectés? C'est ça la question. Et donc, il faut s'intéresser à des phénomènes que Mannheim appelait, par exemple, de figeage
hein, une espèce de blocage dans la pensée qui fait que, alors que l'évolution sociale continue, on s'arrête dans la manière de penser cette évolution sociale à un niveau qui nous permet pas de saisir ces évolutions et donc de nous y adapter dans notre organisation sociale et institutionnelle, ou encore ce qu'il appelle la reprimitivisation, qui est la situation plus grave que le figeage, puisqu'on a quelque chose comme une réaction négative à toutes les avancées de la démocratisation fonctionnelle et donc de la distanciation, ce qui rejoint le point de la crise de la distanciation. Donc, je ne sais pas comment on peut reprendre aujourd'hui, c'est des notions un peu étranges qu'on ne va pas écrire dans un article à la Revue française de sociologie qu'on étudie la reprimitivisation de tel, c'est pas possible. Ou peut-être, voilà, est-ce qu'il faut le faire? Comment il faut le faire? Comment on le reprend? Comment on le reprend au niveau où sont arrivées les sciences sociales aujourd'hui? Or, les progrès ont été faramineux depuis les années 30. Dans les années 1930, ils ont osé. Mais les sciences sociales n'étaient pas les mêmes. Donc, on a aujourd'hui des contraintes de preuve, des contraintes de précision du concept, etc., qui sont, à mon sens, beaucoup plus fortes. Et donc, ce type de concept, il faut voir comment est-ce qu'on peut les retraduire, les intégrer. Il disait que le fascisme en Italie était démocratique. Ouf. Allez. Ah, d'accord. Oui, au sens de la société qui a en effet connu une... Je suis trop long, c'est ça? Non. Bon, juste une remarque encore sur intelligence librement attachée. Alors, bon, pour le dire vite, je pense que chez Mannheim, ça renvoie pas à une théorie de l'avant-garde, ni à une théorie de la cité savante. Je pense qu'il avait au contraire rompu avec ce type d'idée en quittant le cercle de Lukács et voilà. Et donc, tout ce qu'il avait fait avant, que je connais pas très bien, qui pouvait encore être rapproché d'une théorie de l'avant-garde, il a abandonné. Et je pense que sa problématique, en réalité, elle est vraiment weberienne. Elle est weberienne dans le sens où il prend en compte les deux conférences de Weber, le savant et le politique, et qu'il travaille sur cette articulation. C'est le fameux chapitre dans Idéologie et Utopie, qui est une élaboration et il tire plus loin le fil que Weber avait posé. Il se situe dans cette problématique-là, d'une certaine façon, et pas dans la cité savante. Alors juste un mot, parce que intelligence librement attachée, ou freischwebende Intelligenz, on en fait parfois un peu un mystère. Hein. Moi, je pense que c'est pas du tout mystérieux, c'est simplement nous. Et il suffit de nous regarder, et nous sommes en fait ce que Mannheim appelait la freischwebende Intelligenz, ou l'exemple que vient de donner monsieur avec le rapport au basque, là, c'est exactement ça, c'est la manifestation de ce que porte cette classe intellectuelle, qui est des tendances renforcées à la dénaturalisation. En fait, c'est ça ce qui leur... Et donc, c'est pas un détachement de leur groupe social, c'est pas une distanciation sociale, c'est une distanciation à l'intérieur des groupes auxquels ils appartiennent, où ils apportent la dénaturalisation. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce concept. Quant à la question de Bruno, franchement, j'ai pas le temps là, c'est extrêmement long, quoi. Tu le vois bien. En fait, c'est les choses qu'il pose à partir d'un ouvrage où il fait ce diagnostic dont on parle aujourd'hui, qui est Men and Society in an Age of Reconstruction, qui est une espèce de point de bascule dans lequel il introduit la notion de planification, qui n'a rien à voir avec le Gosplan chez lui, qui est en fait une nouvelle étape dans le développement de la réflexivité sociale et donc de la représentation sociologique, si tu veux l'appeler ainsi, et qu'il considère pouvoir tomber d'un mauvais côté ou d'un bon côté. Hein. Pour lui, y compris les fascismes sont planificateurs dans son sens, hein, mais c'est du mauvais côté. Et donc, il faut essayer de pousser à une planification démocratique. Et donc, là où il n'est pas totalement pessimiste, hein, c'est quand il met l'accent sur l'éducation. Parce qu'au fond, c'est dans l'éducation qu'on va pouvoir créer en fait cette réflexivité sociale d'un niveau supérieur qui permet, comme il le dit, de planifier les planificateurs, c'est-à-dire en fait de les contrôler. Voilà. Contrôler les planificateurs, c'est ça.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. Mais on pourra poursuivre demain ces discussions puisqu'on se retrouve demain à 9h pour une session qui est intitulée justement Identité, objectivation, déconstruction et adresse. Voilà. Donc à demain matin, 9h.